La parole à Michel Desmurger, à qui vous venez de tendre d'ailleurs en quelque sorte la parole, donc je la lui cède tout de suite. Voilà. Et je le remercie encore. Je suis désolé parce que Michel Desmurger souhaitait avoir la possibilité de faire une vidéo-projection, mais en raison du décor qui est derrière nous, ça n'était pas possible. Donc voilà, il va le faire sans vidéoprojecteur. Sans filet. Merci en tout cas pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là. J'ai pas la subtilité d'un philosophe. Si je vous dis que généralement d'un père militaire, vous me croirez rapidement. Je vais vous parler, moi, du rôle de l'environnement sur le développement intellectuel. Ça fait des décennies que les chercheurs et les psychologues ont établi que l'environnement a un effet massif sur le développement intellectuel, on appelle communément le développement de l'intelligence. Si vous élevez des animaux ou des êtres humains dans un environnement enrichi qui permet l'expérience, qui permet effectivement de faire des choses, de solliciter le système nerveux, eh bien ce système-là va se développer beaucoup plus efficacement. Alors on le verra à travers un certain nombre de résultats, un certain nombre de tests, résultats scolaires, QI, ce que vous voulez. On le voit aussi dans l'architecture même du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau d'un animal stimulé ou le cerveau à l'inverse des petits-enfants qui ont été élevés dans des orphelinats, on voit des traces morphologiques du fait qu'il y a une sous-stimulation ou une bonne stimulation de l'environnement. Le cerveau est plus gros, le cortex, qui est la couche de cellules au-dessus du cerveau, est plus épais. Il y a plus de connexions, il y a plus de cellules. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît depuis très longtemps. La question qui se pose, c'est quel est l'environnement optimal, ou à défaut, quel est l'environnement, quelles sont les caractéristiques d'un environnement qui ne permet pas ce développement-là. Je vais vous parler aujourd'hui, moi, de l'environnement numérique, qui est de plus en plus présent, des écrans. Je disais, Marshall Gauchet m'a fait penser à des vieilles études de Hart et Risley, qui étaient deux psychologues qui ont été les fers de lance. Dans les années 50, Johnson, aux États-Unis, a lancé la guerre à la pauvreté. Et il y a eu plein de programmes extrêmement intéressants. C'est une littérature qui vaudrait le coup d'une conférence à elle toute seule. Et Hart et Risley étaient dans les fers de lance de ce programme où ils ont essayé d'intervenir dans les écoles, ils ont essayé de faire des choses, de stimuler les enfants. Et ils sont arrivés à la conclusion que ça ne marchait pas. Que l'école, elle capitalisait sur ce que l'enfant avait développé par ailleurs, qu'elle ne pouvait pas, alors eux c'était lié au langage. C'était peut-être un peu extrême comme conclusion, et leur conclusion c'était pour le langage, les heures que l'enfant va passer à l'école ne peuvent pas récupérer ou rattraper les millions de mots qu'il a ou n'a pas entendus dans sa famille pendant son développement. Et ils ont montré que la seule chose qui marchait, et qui marchait bien, mais qui a été abandonnée parce qu'elle coûtait trop cher, c'était non pas d'intervenir sur les enfants à l'école, mais d'intervenir précocement sur les familles, et d'envoyer des enseignants, et d'envoyer des éducateurs dans les familles. Ça coûtait tellement cher parce qu'il fallait quasiment un enseignant pour 3 ou 4 familles. Mais voilà, le message qu'il nous donne, c'est que l'école, c'est un élément central. Mais si vous avez des enfants qui arrivent et qui n'ont pas les structures pour tirer profit de cet apprentissage ou de ce contexte scolaire, ça ne marchera pas. Je vais vous en donner quelques exemples au niveau de l'attention, du langage, etc. Donc voilà. D'abord, ce que je voudrais, comme je dis, je vais vous parler des écrans et du numérique. Ça sera un peu terre à terre, encore une fois. Je suis scientifique, donc j'essaie la politique, c'est pas mon truc. Ce que les gens en font, après, ça leur appartient, et les politiques qui peuvent être menées à partir de ça, je ne sais pas si on peut mener des politiques à partir de ça, mais en tout cas, c'est des informations qui, moi, me paraissent intéressantes. D'abord, les usages du numérique, c'est quand même extrêmement présent. Alors, il y a très peu de données en France, on s'aperçoit que quand on recoupe les données qu'on peut avoir en France avec celles qui sont plus larges aux États-Unis, en Allemagne, dans d'autres pays, c'est quand même assez proche. Donc là, c'est une étude qui montre que quand on regarde un peu les contenus numériques auxquels sont exposés les enfants, c'est 7 heures par jour. Si vous additionnez tout, donc vous additionnez les films, vous additionnez la musique qui est sur Internet, vous additionnez les contenus de la télévision, etc., c'est 7 heures par jour. Pour le dire différemment, si les gosses ils doivent dormir, 6 heures par jour, c'est un minimum, c'est vraiment le minimum. Ça veut dire que, en durée de vie éveillée, ça va leur coûter 142 jours par an, quasiment 5 mois, 31 ans sur une vie. On va donner 31 ans sur une vie, 30 ans d'espérance de vie, à ces contenus-là. Donc il n'est pas étonnant que ça ait un impact. Pour en détailler quelques-uns très rapidement, je ne les ai pas tous pris, on ne peut pas tous les prendre. Le téléphone portable, ils passent quasiment 3 heures par jour avec leur téléphone portable, une demi-heure pour téléphoner, 50 minutes à 1 heure pour regarder des contenus, les réseaux sociaux, etc. Et par contre, ce qui est hallucinant, c'est une étude sortie il n'y a pas longtemps, ils passent 1h30 à échanger des SMS. Je ne sais pas, on pourrait faire le quiz, mais ça prend du temps. Les 13-17 ans, combien de SMS ils s'échangent par mois? Quelqu'un a une idée? Allez, soyez joueurs un peu. Je dirais 1000. 1000, c'est les 012. 1200. 3008. Ça fait plus de 120 par jour. Et ce qui est fascinant dans cette étude-là,
c'est qu'ils ont regardé, il y a une autre étude, ils ont regardé les heures où ça s'échange. Ça s'échange après l'école, mais pendant, pareil. Et surtout, ce qui est absolument hallucinant, c'est que ça s'échange pendant la nuit. Les études quantitatives, les mecs, ils dorment avec le truc sous le coussin. Alors, je veux dire, l'OMS est quand même un peu alarmé par ce genre de choses, mais on va laisser tout ce qui est sanitaire de côté. 3800, nuit et jour. Alors, c'est marrant, mais ça perturbe le sommeil. Je veux dire, un gamin, moi je suis intervenu dans une école, et les mecs, ils étaient tous là, comme ça, quoi. Vous êtes à l'université, c'est pareil, ils ont tous leur truc, alors quand ils n'ont pas le portable, je veux dire, la semaine passée, je donnais un cours, et regardaient tous Roland Garros. À la fac. Moi j'avais le résultat, j'étais content, mais je suis pas sûr qu'ils aient retenu grand chose du cours, quoi. Bref. On a ensuite la télévision. Alors la télévision, on nous dit, ils ne la regardent plus. La télévision, elle a été désertée. Ça, c'est sûrement l'un des plus grands mythes. C'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout. Là, on a les données médiamétrie, qui sont à peu près les données les mêmes que celles qu'on obtient aux États-Unis, en Allemagne. Les 4-14 ans, ça augmente régulièrement depuis des années. Depuis l'année passée, c'est encore pris 6 minutes. Ils sont à 2h20. Sans compter les DVD, les vidéos, si on estime ça, ça veut dire qu'en gros, ils regardent 2h, 2h45 de télé par jour. Ça veut dire qu'ils passent plus de temps devant la télévision, lycée sur une année, que face à leur instituteur. Encore une fois, pas étonnant que ça a un effet. Ça ne diminue pas, ça augmente. Les fameux digital natives, là, les 15, je leur ai montré ce truc du Médiamat, les 15 de médiamétrie, les 15-34 ans, ils sont à 2h45. Et ça compte pas les trucs qu'ils ont dans leur poche, les portables, donc ça ne va pas s'arranger. C'est des consommations qui sont énormes. Donc il ne faut pas s'étonner que ces consommations énormes aient un effet. Alors, juste après avoir dit ces quelques mots, sur les influences. On va prendre, il y a eu beaucoup d'études, la plupart des études qu'on a et qui ont du recul, c'est des études sur la télévision. On commence à avoir des études sur les jeux vidéo. Internet, on en a peu, parce que c'est relativement récent, et les chercheurs, ils sont un peu lents du neurone, donc ça prend du temps, et puis il faut des données, et puis il faut pouvoir suivre les gamins, donc c'est difficile. Sur la réussite scolaire, on nous parle souvent de PISA. Je vous ai pris des études qui étaient... Alors, j'ai pas choisi les études qui sciemment montraient ce que je voulais dire, c'est représentatif de ce qu'on trouve dans la littérature. Quand on évite Oui Oui Magazine ou Femmes Actuelles, c'est ce qu'on trouve. Parce que vous avez trouvé plein d'études, j'en parlerai, qui vous montrent que ça marche, mais que c'est génial. Et quand vous regardez ces études, c'est soit Oui Oui Magazine, soit des gens qui produisent ces logiciels-là pour vous faire apprendre, qui vont les faire. Donc, une étude PISA qui a été reprise en Allemagne, donc je vous livre le titre, en français, rassurez-vous. Les perdants de PISA sont victimes de leur consommation médiatique. C'est-à-dire qu'ils ont observé qu'ils avaient des hétérogénéités dans la population et que, par exemple, les garçons travaillaient moins bien que les filles. Dans certains bleds du Nord, ils travaillaient mieux que dans certains bleds du Sud, etc. Et ils se sont demandé ce qu'ils pouvaient rendre compte de ces hétérogénéités, qui étaient quand même assez étranges. Les garçons travaillent moins bien que les filles, c'est une folie quand même. Et donc, je vous livre la conclusion de leur étude. Ils ont trouvé un facteur. Et le facteur pertinent qui expliquait tout ça, il est là, plus les élèves passent de temps à consommer des médias, et plus les contenus de ces médias sont brutaux, plus les résultats scolaires chutent. C'est une étude PISA, donc c'est pas un truc fait par un psychopathe notoire quelque part. Une deuxième étude PISA, alors celle-là elle est intéressante, elle est un peu plus ancienne, elle a été publiée en 2005. Cette étude est intéressante parce que les gens sont montés au créneau, notamment un rapport parlementaire, pour dire regardez c'est génial, on voit que les enfants qui ont des ordinateurs, ils sont meilleurs à l'école. Quand même quelques chercheurs qui sont pas, qui ont été regarder ça d'un peu près et qui se sont dit oui mais les enfants qui ont des ordinateurs chez eux et c'est des enfants qui sont de classe sociale favorisée et c'est des enfants qui sont de facto dans les meilleures écoles, donc il va falloir prendre ça en compte. Et on a des outils statistiques pour faire ça qui permettent en gros de rendre à César ce qui revient à César et donc de regarder le poids du milieu socio-culturel, le poids de l'école et le poids des ordinateurs. Je vous livre les résultats de cette étude PISA que j'ai fait en français. Lorsque l'on contrôle de manière extensive pour les caractéristiques familiales et les caractéristiques de l'école, la relation devient négative pour les ordinateurs domestiques et non significative pour les ordinateurs scolaires. Ainsi, la simple disponibilité d'ordinateurs à la maison semble détourner les étudiants d'un apprentissage efficace. Ils auraient pu rajouter, le fait d'en avoir à l'école, ça sert à rien. C'est ce que montre l'étude. Donc, on va y revenir un peu. Alors, encore une fois, les gens disent que je suis extrémiste, mais c'est encore une fois les données, c'est ce que montre la littérature. Je vais continuer là-dessus. Ils ont fait aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de recul que nous. Ça fait des années qu'ils investissent des millions et des millions et des millions de dollars pour câbler leurs écoles et y mettre des ordinateurs. Et voilà, on commence à avoir des résultats. Donc en Arizona, ils se sont aperçus que c'est les écoles dans lesquelles ils avaient dépensé le plus pour les ordinateurs et les softs que les résultats scolaires des enfants avaient moins augmenté. Dans le district de New York, si vous voulez, j'ai les références, j'ai à votre disposition. Dans le district de New York, ils se sont aperçus que ça leur coûtait tellement cher pour un résultat tellement inefficace, voire délétère,
qu'ils ont décidé dans un grand nombre de districts de virer les ordinateurs et de mettre des enseignants. C'est mieux. Voilà. Une étude du département américain de l'éducation, il y a plein de software, on nous dit ceux-là ils sont géniaux, ça marche et tout, et puis donc ils ont repris ça, ils ont regardé, ils se sont aperçus, ils en ont testé 10. 5 pour les maths, 5 pour le français, et ils se sont aperçus qu'il n'y en a aucun qui avait un impact positif sur l'apprentissage. Donc software éducatif qui était développé, qui était déjà dans les écoles, ils en ont trouvé un qui avait un impact marginal. Alors effectivement, avec des statistiques un peu molles, on arrivait à le sortir. Et juste pour que vous ayez un ordre d'idée, si vous divisez la population en 100 parties, ce qu'on appelle des percentiles, vous augmentiez, le gamin qui était 100, il passait 104. Ou le gamin qui était 4, il passait 8. Donc c'était 4 percentiles de décalage. Donc l'effet de ce truc-là, qui était ce qui marchait le mieux, c'était 4 percentiles. Miraculeux, les gens vous ont dit, miraculeux. Et puis ils se sont dit, mais ils ont fait une autre étude et ils ont regardé qu'est-ce qui se passe quand on forme les enseignants. Et donc, ils ont pris un certain nombre d'études et ils sont aperçus que c'était en moyenne 49 heures de formation pour les enseignants. C'est pas énorme, 49 heures. C'est du boulot, mais c'est pas énorme. Et 49 heures de formation pour les enseignants, c'est 21 percentiles de gagné. Voilà. Donc, alors ça, c'est plus... je vous livre ça, on rentrera un peu après dans les mécanismes, mais je voudrais quand même revenir un peu sur cette idée que c'est parce qu'il y a un ordinateur que c'est génial et que ça marche super bien et qu'on va faire de nos gamins des prix Nobel dans tous les coins. Ma mère disait, pauvre femme, elle était allemande, elle avait des défauts, mais elle disait, si tu veux savoir ce que pensent les gens, regarde pas ce qu'ils écoutent ou écoute pas ce qu'ils racontent, regarde ce qu'ils font. Et une recherche, alors elle est rigolote, mais dans la Silicon Valley, il y a beaucoup d'industries numériques, ils ont vu qu'il y a certaines écoles, les écoles Montessori notamment, où il n'y a pas d'ordinateur. Ils n'en veulent pas, il n'y a pas de numérique. Et il y a une surreprésentation des cadres supérieurs de l'industrie du numérique. C'est un peu comme le gars des Simpsons, le gars que j'ai oublié son nom, pardonnez-moi, mais qui interdisait à ses enfants de regarder les Simpsons. C'est un peu comme les industriels du tabac dans les années 60, c'est maintenant documenté, qui expliquaient aux autres enfants c'est bien, c'est pas, mais qui surtout empêchaient leurs enfants de le faire. Donc ces gens-là, ça se met dedans. Et je vais être un peu grossier, ça sera la seule fois, je vous promets. Et après, je recommencerai, mais c'est pas moi, je me cache. C'est Bill Joy qui est le fondateur de Sun Microsystems. Une grosse boîte, le gars il est quand même relativement cortiqué. Et quand on lui a demandé ce qu'il pensait de toutes ces industries numériques, du développement et de tous ces TIS et ce genre de choses, je vous livre sa réponse. Vous m'en voulez pas pour le gros mot. Si j'étais en compétition avec les États-Unis, j'adorerais que les étudiants avec lesquels je suis en compétition passent leur temps avec ce genre de merde. Pour moi c'est clair. Voilà. Alors, passer ces études un peu plus amusantes, il y a quand même des études un peu plus documentées, même si les études PISA sont documentées. Il y a des effets qui sont transversaux aux écrans, qui ne dépendent pas du contenu. La télévision, par exemple. Ils ont suivi de façon obsessionnelle des gamins, c'est compliqué. Je vous garantis que c'est compliqué pendant 25 ans. Ils ne les ont pas lâchés. Ils ont pris une cohorte, c'était plusieurs milliers d'enfants, ils ne les ont pas lâchés pendant 25 ans. Et ils ont enregistré tout ce qu'ils pouvaient enregistrer. Et donc, ils se sont demandé quelle est l'influence de ces facteurs-là initiaux, dont on peut trier le poids, sur le fait que l'enfant va ou non avoir un diplôme, va sortir de l'école avec un diplôme. Et ils se sont aperçus, après avoir enlevé le niveau socioculturel, là je le sais, effectivement les facteurs confondants, qu'une heure d'école à l'école, une heure de télévision, quand votre enfant est à l'école primaire, une heure, c'est pas énorme, la moyenne c'est à 2 heures voire 3. Une heure, c'est 43% de chance de plus de sortir de l'école sans diplôme. Alors on me dit toujours c'est du flan, j'ai envoyé cette étude à 50 personnes, il n'y en a jamais un qui m'a renvoyé le papier en me disant où c'était du flan. Ils ont suivi, ils ont pris un certain nombre de facteurs. Quand votre enfant il sort de l'école sans bac, vous ne pensez pas que c'est parce qu'il a regardé la télévision quand il était à l'école primaire. Et pourtant, il y a une partie des choses qui se sont jouées là. Ce n'est pas le seul facteur, évidemment. Il faudrait être idiot pour dire ça. Mais c'est un facteur indépendant qui joue. Et qui pèse 43% de chances supplémentaires que votre gamin sorte sans diplôme. Alors, on a montré que c'était clairement causal. Dans d'autres études, ils ont suivi des ados, toujours avec la télé, ils ont suivi des ados pendant plusieurs années. Ils les ont pris à 14 ans. Les ados qui regardaient en moyenne à peu près 2 heures la télévision par jour. Et puis, il y en a, ils ont diminué leur consommation d'1 heure. Et ceux-là, ils ont diminué leur risque d'échec scolaire de 50%. Et les autres, ils ont augmenté leur consommation d'1 heure, et ceux-là, ils ont multiplié par 2 le risque d'échec scolaire. Alors, tout ça, on peut se dire, ouais, c'est quand même assez invraisemblable, c'est pas une heure de télé qui va faire ça. Il y a un certain nombre de piliers, je regarde là, parce qu'il ne faut pas que je me laisse emporter quand même. On parlait tout à l'heure des conditions de l'éducation, l'environnement numérique dans lequel baignent nos gamins sabote un à un tous les fondements du fonctionnement cognitif.
Alors je vais vous en donner quelques exemples, je ne pourrais pas tous les prendre, je ne pourrais pas prendre l'imaginaire. Et si ça vous intéresse, les chercheurs ne savent pas travailler sur l'ennui, mais le numérique c'est l'anti-ennui, et sans ennui, il n'y a pas de projection, il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a rien. Il y a plein d'études qui montrent cet effet sur l'imaginaire. L'imaginaire, la lecture, tout ça c'est des choses dont je n'aurai pas le temps de parler, mais elles sont là, elles existent de la même façon. Je vais me concentrer, je vais commencer par l'attention. Alors moi j'aime. Il y a un truc que j'aime, c'est que il y a une maman qui m'a dit un jour, mon fils il n'a pas de problème attentionnel, il joue aux jeux vidéo 3 heures par jour, il ne bouge pas. Je me suis dit, c'est une maman, elle ne sait pas ce qu'elle raconte. Pauvre femme. Et puis j'ai trouvé un bouquin qui s'appelle Génération Y, là, qui vient de sortir au PUF, 2012, dénommé Olivier Rollo, qui est, je ne sais pas, ancien rédacteur en chef à l'Étudiant, enfin je ne sais pas. Et je vous la lis quand même parce que j'étais en train sur une chaise et j'ai failli tomber. On reproche souvent à la jeune génération, on a rajouté, son incapacité chronique à se concentrer. Mais avez-vous déjà essayé de passer 4 heures sur un jeu vidéo en ligne à combattre les Sud-Coréens à fond dans leur partie? Là, on voit vraiment ce que c'est la concentration. Alors, je ne sais pas si le gars il fume un pétard ou ce qu'il avait fait, mais on sait depuis longtemps en recherche que, et les philosophes savent ça bien mieux que nous, qu'un mot, ça peut vouloir dire plein de trucs. Et l'attention, c'est un problème. C'est qu'il y a plusieurs systèmes attentionnels. En gros, on va dire qu'il y en a deux. Il y a un système attentionnel qui est livré avec le bébé. C'est un système réactif. Il arrive, c'est dedans, c'est tout monté, il n'y a rien à faire. Il est présent chez les mollusques aussi, hein, parce que quand il y a du soleil, il se tourne. Il est présent chez le macaque, chez la souris, partout. C'est un système qui fait que quand il y a quelque chose qu'on n'attend pas dans l'environnement, quand il y a un événement qui surgit, quand il y a quelque chose qui nous surprend, quand sur une photo je vous mets une tête de serpent, votre attention va immédiatement, c'est un réflexe, va immédiatement se porter là-dessus. Vous allez être happé par l'environnement. C'est ce qu'on appelle l'attention happée par l'environnement, ou ce qu'ils appellent la grab en anglais, la attirée par l'environnement. Donc ça, tout le monde là. La télé, elle joue là-dessus. La télé, c'est sans arrêt des stimuli changeants. Les technologies numériques aussi, on vous dit toujours, à la fin, il faut que ce soit fun et tout, il faut que ça attire l'attention. Donc ça, c'est... Et il y a un deuxième type attentionnel qui, lui, est vraiment la colonne vertébrale de l'intelligence. L'attention, c'est le mec qui va dire, dans le cerveau, c'est un peu schématique, mais qui va dire quelles informations remontent. Si je me gratte le doigt en comptant à l'envers, ce qui est important pour mon cerveau, c'est de compter à l'envers, et les informations sensorielles qui font que je me gratte le doigt, elles ne montent pas au cerveau. Il y a un noyau qui s'appelle le thalamus, il arrête tout, quasiment tout, et il met tout à la poubelle. Si je fais attention à ça, il laisse passer, ça arrive au cerveau. Au cerveau, quand vous avez des gens qui sont compétents, par exemple en calcul mental, ils vont utiliser très peu de tissu cérébral pour faire ces calculs-là qui sont compliqués. Et on s'aperçoit que les autres, ça va baver de partout. Et on s'aperçoit que c'est comme dans une classe, il y en a parmi nous qui sont enseignants. J'aimais pas les enseignants quand j'étais petit, mais maintenant ça va mieux. Vous pouvez me le dire. Donc, il y a un gars qui fait taire ceux qui n'ont pas à causer. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de neurones qui ont toujours envie de causer, et au milieu, il y a un système, et ce système, il est appris. Donc ce système, il contrôle l'information, il sélectionne les joueurs, c'est un peu le chef d'orchestre, il les fait jouer, et ceux qui n'ont pas à causer, il les fait taire. Un peu bolchevique, mais ça se passe comme ça dans le cerveau. Donc voilà, et ces deux systèmes-là, évidemment, ils sont différents. Le premier, il est livré à la naissance, et le deuxième, il faut le développer. Alors on le développe avec le jeu, un développement très précoce, on le développe avec le langage, la lecture, tout un tas, chez l'adulte qui se développe encore, un truc vraiment qui se développe tout au long de la vie. Très beau texte de Christophe André sur la méditation et l'attention chez l'adulte. Donc voilà, et quand on regarde les faits, alors quand les gens vous parlent d'attention, ils vous disent c'est bon le numérique pour l'attention, ils parlent du premier type attentionnel, le type réflexe, ils ne parlent pas du deuxième. Et le deuxième, quand on regarde l'attention, quand on fait des thèses vraiment attentionnelles, c'est des gamins qu'on a suivis sur la télévision. On commence à avoir des résultats pour les jeux vidéo, c'est à peu près les mêmes, voire un peu pire. Donc, 1 heure, je vous les livre comme ça, 1 heure de télévision par jour à 3 ans, vous remenez à 8 ans, et les troubles attentionnels, les risques de troubles attentionnels sont multipliés par 2. Vous prenez des gamins entre 5 et 11 ans, vous regardez leur niveau attentionnel, donc ça ne vient pas des troubles d'avant, il n'y a pas encore d'études pour regarder tout au long de la vie, mais ça va venir. Et puis vous revenez les voir 2 ans ou 3 ans après, quand ils ont 13 ans, et c'est 50% de chances supplémentaires d'avoir des troubles. Et puis vous le refaites encore un coup quand ils ont 14 ans jusqu'à 16 ans, c'est 45% de chances supplémentaires. Donc tout au long de la vie, l'attention elle va se dégrader. Et juste un chiffre, des troubles attentionnels à 16 ans, vous multipliez les risques d'échec scolaire par 4. Je veux dire, un gamin qui n'a pas cette architecture attentionnelle, qui ne se développe pas ou peu, et qui se développe beaucoup en dehors de l'école, c'est un gamin qui ne peut pas fonctionner. Point. Alors,
Il y a des effets de court terme sur la télévision le matin. Oh, c'est pas grave, allez, tu peux regarder avant d'aller à l'école. C'est un réflexe. Mettez un gamin devant une télévision le matin, c'est un réflexe pas fait pour marcher constamment. Ça lui suce la moelle de l'énergie cérébrale. Ça lui suce les ressources cérébrales. Et quand il arrive, vous avez une coquille vide, il faut attendre que la pile elle se recharge pour pouvoir le faire bosser. Alors ça paraît un peu abstrait comme ça, mais ils ont fait une étude où ils ont montré à des gamins 9 minutes de film un peu speed, là, un peu violent, avant de les envoyer faire des tâches qui s'appellent exécutives. Donc la tour de Hanoï, je ne sais pas si y en a qui connaissent, des puzzles, des trucs comme ça, des trucs que font les psychologues et les scientifiques quand ils s'ennuient. Et on s'est aperçu que 9 minutes, ça suffisait à délabrer très significativement les compétences des enfants. Donc faites-leur faire une tâche cognitive, montrez-leur avant 9 minutes d'un contenu un peu speedant, et ça ne sera plus du tout les mêmes gamins. Alors, je voudrais juste dire un mot sur le mythe du multitasking. J'aime le multitasking, vous pouvez vous en douter. Il y a un texte magnifique de Michel Serres, j'adore Michel Serres, mais voilà, qui s'appelle Petite Poussette. Il y a une réponse à ce texte qui s'appelle Pauvre Poussette sur le site de Sauver les Lettres, vous pouvez la voir. Alors Michel Serres nous explique plein de choses, il me dit maintenant les gamins c'est génial parce qu'ils peuvent manipuler plein d'informations à la fois. En fait, ils ont un nouveau cerveau. Nos enfants sont des mutants, il y a des ados ici, des X-Men. Voilà. Et donc, nous on est des bovins parce qu'on sait faire qu'une chose à la fois. Surtout nous les hommes, c'est ce que vous diront les femmes. Mais les enfants, plus du tout, même les garçons, ils savent tout faire en même temps. Alors, il y a eu des études sur le multitasking quand même, on s'est un peu intéressé à ça. Le message, le seul qu'il y a à retenir, c'est que le cerveau, il ne sait pas faire deux choses en même temps. Le cerveau, il est bourrin. Il fait une chose, et puis il y a une partie en avant du cerveau, une petite aire là, un peu le dispatcher, qui maintient les informations de la deuxième tâche. Donc le cerveau, il marche en séquentiel. Il ne fait pas tout en même temps. C'est-à-dire qu'il fait la première tâche, mais en même temps, il garde les informations liées à la deuxième, puis après, il fait la deuxième. Puis il revient à la première, mais vous piquez la majeure partie des ressources cérébrales pour maintenir les informations liées à la première tâche pendant que vous faites la deuxième. Il y a eu des études spécifiques où les gamins vous disent « Oh putain, moi, si j'ai pas MSN ou les réseaux sociaux, quand je fais mes devoirs, je peux pas. Il me faut de la musique et il me faut la télé. » Je sais pas si les vôtres ils vous le disent, mais moi la mienne, elle commence. On va vous dire que ça se passe mal. Et donc, toutes ces études ont montré que ce n'était pas vrai, que plus ils font de choses en même temps, et plus la performance est dégradée, même s'ils prennent plus de temps pour la faire. Ils prennent plus de temps, et en plus, c'est dégradé. Alors, au niveau physiologique, vous pouvez mettre les gamins ou les adultes ou les ados pas les gamins d'ailleurs, les ados et les adultes, dans des IRM et leur faire plusieurs tâches en même temps et leur faire apprendre des choses simples. Et les mécanismes de mémorisation sont altérés. Vous retenez moins bien, c'est plus superficiel, vous avez du mal à y accéder et c'est beaucoup moins généralisable. Donc le multitasking, c'est délétère à la mémorisation. Et puis, plus vous prenez des gamins qui ont tendance à multitasker, une grande étude partie en PNAS, plus ils ont des troubles de l'attention, plus ils ont tendance à être distraits, et puis surtout, quand ils font deux tâches qu'ils ne connaissent pas, plus ils ont de mal à faire deux choses en même temps. Des fois, vous êtes obligés. Et bien, plus ils sont soumis à ce régime-là, plus ils deviennent effectivement sensibles et susceptibles à l'extérieur, et moins ils ont de facilité à le faire. Donc vraiment, le multitasking, c'est un mythe et c'est une catastrophe pour le développement de l'intelligence. Le langage, après, je passe vite. Le langage, c'est intéressant. Ces nouvelles technologies, je l'ai dit, je vous ai parlé surtout de la télévision, mais c'est pareil sur les jeux vidéo. C'est pareil sur ces SMS qui s'envoient pendant qu'ils sont censés faire d'autres tâches. Et il y a un deuxième pilier du fonctionnement cognitif. L'étude de Harter Isler a montré que si vous voulez prédire la réussite scolaire d'un enfant à 9 ans et son QI, il y a une chose qui marche super bien, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Vous allez dans la famille, quand il a 3 ans, et vous comptez le nombre de mots qu'il entend. Et le nombre de mots qu'il entend vous permet de prédire la suite. Parce que le développement du langage, c'est quand même un pilier du développement de l'intelligence. On pourrait y revenir. Alors, il y a un test aux États-Unis qui s'appelle le SAT Score, qui est un test que tous les étudiants passent. Voilà, donc avant d'entrer à l'université, donc ceux qui sont très bons vont dans les très bonnes universités, ceux qui sont moyens vont dans les universités moyennes, et ceux qui sont mauvais, comme c'est les États-Unis, ils vont dans les universités publiques perdues au fin fond de l'Arizona, ou je ne sais pas où. Et il s'est passé une chose un peu étrange, c'est que ce SAT Score, il était relativement stable, 550 points, jusque dans les années 70. Et puis là, en 7 ans ou 6 ans, il s'est effondré, il a perdu 10%. C'est énorme pour un test standard. C'est comme si en 5 ou 6 ans, nos gamins, ils passent de 100 en QI, qui est la médiane, à 90.
Et après, ça s'est de nouveau stabilisé, ça bouge plus. Je sais pas, je peux vous faire passer le truc si vous voulez. Vous verrez. Et les gens se sont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors ils ont essayé tout un tas d'hypothèses, certaines un peu sulfureuses. Les femmes sont rentrées à l'université, c'est les noirs, c'est les hispaniques, ils ont changé les bouquins, tout ça, ça marchait pas. Je sais pour les femmes, non, ça marchait pas non plus. Et donc, il y a une psychologue qui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est un test verbal, c'est un score verbal, qu'est-ce qui s'est passé quand ces enfants ont appris le langage? Et elle a corrélé, la télévision, elle est rentrée dans les familles aux États-Unis extrêmement vite. La pénétration de la télévision, c'est 7 ans. Elle s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé il y a 17 ans? Parce qu'il y a 17 ans, c'est l'âge où il passe. Et elle a réussi à corréler et à montrer qu'il y a une corrélation extrêmement propre, je vous la fais passer là, tenez, il va falloir que vous travailliez, hein. Je suis désolé. Hein. Il y a une corrélation extrêmement propre entre le nombre de télévisions dans les foyers américains, 30% vous perdez un peu de ça de score, puis 50% vous en perdez plus, puis 100% ou 98% vous avez perdu au 10%, et après ça bouge plus. Le seul facteur qui explique cet effondrement, c'est la présence de la télévision. Comment ça peut s'expliquer? C'est confirmé par un certain nombre d'autres études qui montrent que ces soi-disant contenus éducatifs qu'on donne aux gamins, j'ai une voisine qui est psychopathe, et elle achète des trucs, la Baby Einstein, tout ça, pour Albert, à ses enfants pour qu'ils apprennent, et une heure de contenu, de ce genre de contenu-là, une heure entre 8 et 16 mois qui est censé leur apprendre le langage, et c'est 10% de lexique en moins. 10% c'est énorme à cet âge-là. Et pour le rattraper, c'est compliqué. 2 heures de télévision par jour, mais la télévision du tout venant, là, la télévision pour les enfants, T'es fou et compagnie, ce genre de trucs, et vous multipliez par 3 les risques que votre enfant souffre de développement du langage. Si vous l'avez mis devant la télévision avant 1 an, dans le cas dans la majorité des familles, même si c'est pas 2 heures par jour, même si c'est de façon chronique 10 minutes par jour, c'est plus par 3 mais par 6 que vous multipliez les risques d'occurrence de troubles du langage. Pour des raisons assez simples, d'abord la télé ne nous apprend pas de mots quand on est tout petit. Et quand on est grand non plus, parce qu'il faut un langage qui aille à 5 millions de personnes à la fois, donc c'est forcément un langage relativement simple, ça a été montré, mais chez le tout petit, alors il y a des études, on ne peut pas en parler, mais il y a des enfants muets, enfin des enfants dont la mère était muette, qui n'ont eu pour seule entrée auditive que la télévision, et qui n'ont pas appris à parler du tout. C'est des cas un peu extrêmes. Ils ont fait des études avec des listes de mots, et ils ont pris ces logiciels-là, qui sont il y a un problème, c'est que on est très forts, nous les humains, c'est pour ça que les instits, je sais, j'avais repéré ça quand j'étais petit, je le savais déjà, ils savent très bien quand on regarde sur la copie du voisin. Et on est très fort pour regarder l'axe du regard du voisin. Et c'est ce que fait la mère. Si le bébé regarde la bouteille, la mère elle dit bouteille. Le logiciel, lui, il s'en tape. Et les saccades chez l'enfant, c'est très long. Donc s'il regarde la bouteille, ça va bien. Mais s'il regarde le micro, il entend bouteille. Et le coup d'après, il entend table. Vous m'étonnez que ça lui fasse des yaourts dans le neurone. Et qu'à la fin, il n'en a pas de moins. Ça ne peut pas marcher, un truc pareil. Vous avez aussi un deuxième facteur qui ne marche pas, c'est les interactions. Et ça, c'est le facteur qui pèse le plus lourd, c'est les interactions intrafamiliales. Les gens, ils parlent dans une famille. Un gamin, il joue avec son père, ou il joue avec sa mère, ou il joue avec ses frères et sœurs. Si vous mettez une télé allumée dans une famille, que les gens ne la regardent pas, mais ça peut être une télé à arrière-plan que les enfants ne regardent pas, les gens vous disent « Oh, moi je rentre chez moi, j'ai besoin du bruit, tac, je mets la télé. » Vas-y. En France, la moyenne de télé allumée dans le foyer, allez, soyez joueurs. Il n'y a pas qui la regarde, après maman, après les enfants, tout ça. 6 heures. 6 heures. 1 heure de télé, c'est 7% de mots en moins entendus par l'enfant, entendus prononcés. Ça veut dire que l'enfant, il entend quasiment 40% de mots en moins. Enfin, plus de 40%, 42%. Et ces entrées-là, je vous rappelle que le nombre de mots, c'est un prédicteur extrêmement important du développement du langage. L'enfant est moins sollicité à parler, moins sollicité à faire. Et ça, c'est des troubles qui sont, en grande partie, c'est Arthur qui montrait, irréversibles. 40% de mots en moins, c'est énorme. Dans les études qui ont regardé le niveau, le niveau socio-culturel et le langage, les inputs langagiers, alors, avec 40% de mots en moins, vous passez d'un milieu favorisé, voire très favorisé, à un milieu défavorisé. Tiens, messieurs, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont papas, mais 40% de mots en moins, ça veut dire que vous supprimez quantitativement tous les mots dits par papa, qui devient du coup muet, qui fait plaisir à maman, mais ça n'est que théorique. 40% c'est énorme, c'est comme si vous viviez avec un mari muet. Tous les mots qu'il dit à son enfant, ils n'existent plus, c'est de cet ordre-là. Donc évidemment que ça agit profondément sur le développement du langage. Ah, la motivation. On en a parlé tout à l'heure, la façon d'apprendre le savoir, le désir du savoir, le goût pour le savoir. Il faut que tout soit fun. Ça, c'est le nouveau truc. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont lu le rapport Fourouz. C'est extraordinaire, c'est le numérique, on va passer sur les petits détails, mais franchement, le numérique, c'est génial, parce que c'est fun. Ça amuse les enfants, c'est super fun. Et
Moi, je suis dans un labo de recherche, on voit des gamins arriver, là, ils viennent en 3e, et pour eux, la recherche, c'est pas sorcier, c'est fun. Donc au début, on ne savait pas quand on les voyait arriver. Ils s'attendaient à ce que ça s'allume de partout, tout ça, que ça saute dans tous les coins, qu'il y ait des expériences qui fassent pchit avec des volcans. On a eu du mal à leur expliquer que la recherche, c'était 99% du temps à la bibliothèque, 1,5% à causer avec les copains à un chien à café, parce qu'on est un fonctionnaire, et puis le reste du temps, c'est pas drôle, parce qu'il faut faire les stats, sortir les données, enfin bref, c'est un cauchemar. Donc vous vous marrez 0,01% du temps dans la recherche, et dans plein de boulot. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas appréhender de façon rigolote. Alors on peut appréhender plein de choses de façon amusante comme un enfant. On est certain à penser que cette capacité-là, ce goût de l'effort, ou cette capacité ou cette aptitude à l'effort, elle se développe aussi pendant l'enfance, et il y a des études qui le montrent sur la télévision et sur les outils numériques et les jeux vidéo. Par exemple, ils ont montré que le goût, ce qu'ils appellent le goût de l'effort, la capacité, alors il y a plein de tests qui étaient rigolos, mais par exemple, un enfant, vous lui filez un texte à lire ou un puzzle à faire, et puis il manque une pièce dans le puzzle, il faut qu'il aille chercher la pièce qui manque. Ou alors il y a un mot qu'il ne comprend pas, il faut qu'il aille demander à un adulte. Plus il regarde la télévision, moins ils ont tendance à le faire, parce que c'est pas fun et ça demande un effort. Voilà, et moins les enfants sont habitués, donc il y a des choses qui se jouent là de façon assez précoce. Et alors dans ces trucs du fun, le fun du fun, il y en a parmi vous qui ont des CP. Soyez sympa. Ah, vous les faites travailler sur Twitter? Non, parce que c'est la mode, je vous montre quand même. Maintenant, au CP, on apprend à lire sur Twitter. Voilà. Alors, Twitter en maternelle, le cahier de vie scolaire 2.0. C'est fun, et on vous dit, ils ont 4-5 ans, ils ne savent ni lire, ni écrire, etc. Alors, il y a une équipe à Marseille, c'est un peu à moi d'ailleurs, on est vachement content, parce que ça fait des années qu'on cherchait un modèle de dyslexie expérimentale, et on vient de le trouver. Ils se sont aperçus que des enfants qui apprennent des lettres, l'enfant, pour lui, le BLP, c'est pareil. La seule façon pour lui de savoir, l'objet permanent chez l'enfant, je veux dire, il apprend toute sa vie, tout le début de sa vie, qu'une bouteille, qu'on arrière de la, c'est pareil. Un jour, vous dites que le BLP, ça marche plus, gamin. Et le seul moyen pour lui que ça marche, Vallon, on l'avait dit il y a très longtemps, Liliane Lursa aussi, c'est là. Et si vous voulez enlever ça, il n'y a plus là. Donc ils leur ont fait apprendre des fausses lettres, parce qu'ils ne pouvaient pas trop leur pourrir le neurone. Et donc ils se sont aperçus que les apprendre sur un clavier, vous les retenez moins bien, vous les confondez plus, vous les mémorisez plus difficilement. Donc c'est vraiment un super moyen de faire des dyslexiques. Moi je pense qu'on va mettre Twitter dans toutes les maternelles. Voilà. Et c'est effarant. Je sais pas. Alors, une dernière étude que je voudrais mentionner, c'était pas des Allemands pourtant, mais ils l'ont fait. L'Université de Pennsylvanie, ils ont pris des gamins, ils les ont suivis, et ils ont regardé quels étaient les facteurs prédictifs de la performance scolaire. Donc des notes, des diplômes, etc., du phénomène en cours. Ce qui pèse le plus, c'est pas le quotient intellectuel, c'est pas les tests d'intelligence, c'est pas le milieu familial. Ce qui pèse le plus, c'est... Est-ce que les joueurs... C'est ce qu'ils ont appelé la self-discipline. Un truc que les mecs n'aiment pas, ça fait un peu germanique, tout ça, mais c'est la capacité de l'enfant à faire justement ce qui n'est pas fun. Ça pèse 2 fois plus lourd que son intelligence. Prenez un demeuré mental discipliné, il réussira mieux qu'un génie qui joue et qui ne veut pas bosser, en gros. Voilà. Et cette self-discipline, c'est faire ce qu'on ne doit pas faire. Je veux dire, faire des choses dont on ne voit pas forcément l'intérêt immédiat. C'est différer la récompense. On nous parle toujours de récompense, blablabla. Mais il y a des choses, la récompense, elle est forcément différée, y compris sur les apprentissages. Moi, quand j'ai appris les complexes, ça ne m'a pas fait marrer. Et je ne sais pas comment on peut se marrer en apprenant les nombres complexes. Hein, ou les intégrales de Leibniz. Là, j'ai un peu calé. Mais je ne me suis pas marré non plus. Hein. Donc, vraiment, cette idée que tout doit être fun, c'est une idée qui, à mon avis, est dangereuse. C'est l'un des arguments... qu'on avance toujours pour faire rentrer ces fameux TIS, ces fameuses nouvelles technologies à l'école. Et je pense qu'il y a des choses l'enfant doit apprendre, à certaines rigueurs, un certain goût de l'effort, cette récompense différée, etc. Il y a une chose intéressante par rapport à ça. On nous parle souvent du trouble de l'hyperactivité avec déficit de l'attention. Il ne suffit pas qu'il soit hyperactif, parce que pour vendre de la Ritaline, il faut qu'il y ait de l'attention dedans. Vous avez un très bon article de François Gonon et Bruno Harley là-dessus, si ça vous intéresse. En fait, ces gamins-là, quand on regarde les études, leurs troubles, ils ne corrèlent pas du tout avec les déficits attentionnels. Ils sont normaux sur les tâches attentionnelles, dans la plupart des études. Là où ils ne sont pas normaux, c'est sur les tests de motivation. C'est sur cette capacité, en gros, cette self-discipline. Franchement, un gamin qui attend toujours que l'environnement vienne le nourrir, au bout d'un moment, il s'ennuie tellement qu'il va sauter partout.
En gros, c'est ça, c'est un peu schématique. Il y a des enfants qui le sont réellement. Mais franchement, ce problème de la motivation et du goût de l'effort, il me paraît central. J'ai 30 secondes pour aller du sommeil ou j'ai déjà dépassé? Ah! Personne s'est endormi? Allez, le sommeil. Franchement, sans sommeil, c'est pas possible de fonctionner. Alors nous avons, j'en ai pas parlé là, mais nous avons de grands pédopsychiatres qui nous expliquaient il n'y a pas longtemps, je tairai leur nom, que vraiment il n'y a aucune étude qui montre d'effet sur le sommeil, pas plus que sur l'obésité, pas plus que sur l'intelligence, pas plus sur le développement, etc. etc. J'ai dit pas de nom. Et donc les technologies numériques dans leur ensemble, c'est un désastre pour le sommeil. On est en dette de sommeil, on est en dette de sommeil chronique. Nos enfants sont en dette de sommeil chronique. Un enfant qui dort pas assez ou qui dort mal, c'est un enfant qui ne va pas mémoriser parce que c'est nécessaire à la mémorisation au sommeil. Alors vous prenez des rats, vous leur apprenez un labyrinthe, vous les laissez dormir, vous les laissez pas dormir, le lendemain, se compioncer, ils retrouvent la nourriture au bout du labyrinthe et les autres, rien. Les gamins, c'est un peu pareil. Des rats un peu sophistiqués, mais ils marchent un peu pareil au niveau du neurone. Donc, on a 800 000 enfants de 4 à 10 ans qui sont devant la télé à 10 heures. Je ne parle pas de ceux qui balancent des SMS, on n'a pas encore donné. 800 000. Ma petite, elle est en CP et elle m'a dit, mais pourquoi moi je ne regarde pas Joséphine sur la 1? Parce que Joséphine, ça finit à 10h30. Ouais, mais mes copines, elles regardent. Voilà. Un enfant qui ne dort pas, ça ne marche pas. Si vous réduisez le temps d'écran à 30 minutes, ce qu'ils ont fait sur des ados, ils ont réduit le temps d'écran à 30 minutes de façon un peu autoritaire, et les ados, ils ont gagné 1 heure de sommeil. Aux États-Unis, ils arrivent à suivre, ils ont suivi, c'est une étude rigolote, où ils ont suivi l'heure de fin du programme de prime time, et ils ont corrélé ça avec l'heure de coucher des gens, et ça corrèle. Alors non seulement le sommeil, il est plus court, mais en plus, il est perturbé. Ce grand psychologue nous disait, oh, vous pouvez mettre les enfants devant le journal télévisé avant 3 ans, c'est pas grave, il suffit de leur parler. 3 ans. Voilà. Donc, les chercheurs, ils sont un peu benets, ils leur ont parlé, mais ils ont aussi enregistré l'activité. Il n'y en a pas eu qui ont des chats. Des chats. Ma mère, elle avait un chat. Et le chat de ma mère, il m'impressionnait beaucoup parce que je pouvais jouer des cymbales à côté, il ne bougeait pas. Et dehors, il y avait un chat de gouttière. J'avais même pas fait cliquer la clé dans la porte qui s'était déjà barré. Tout ça pour dire qu'il y a différents niveaux de sommeil. C'est pas parce que moi j'avais l'impression qu'il dormait l'autre. Mais il ne dormait pas du tout au même niveau de profondeur, avec la même tranquillité que le chat de ma mère. Lui, il y a une casserole et ça ne bougeait pas. Les enfants, c'est pareil, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que l'enfant, même pas mal, même pas peur. Et quand vous enregistrez l'activité du sommeil, elle est perturbée. Ils dorment moins bien, ils se réveillent plus, ils ont un sommeil plus léger, ils font plus de cauchemars, etc. 1,5 million de gamins en France qui sont devant la télé à 8h du soir. 2 familles sur 3, c'est les chiffres du Crédoc. Alors c'est peut-être plus tout à fait ça maintenant parce que c'est des chiffres anciens du Crédoc. Et qui mangent devant le JT. Un gamin devant le JT, c'est une folie. Alors il y a des études là-dessus. Sur les attentats du 11 septembre, ils ont fait une grosse cohorte dans la région de Philadelphie. Et ils se sont aperçus que 35% des gamins avaient des syndromes de stress, mais palpables après les attentats. De l'anxiété, du mal à dormir. Certains ont été internés dans des services de psychiatrie. Pas beaucoup, mais certains. Mais beaucoup ont eu des syndromes, des résultats scolaires en baisse, des problèmes d'attention, etc. Donc ils se sont dit, mais d'où ça vient? Ils ont corrélé ça avec l'exposition au JT, et ces enfants étaient précisément ceux qui avaient été exposés à ces images. Évidemment que les parents leur avaient parlé, mais il y a des choses qui passent en dessous de ces filtres-là. Donc voilà, donc ces médias-là, alors c'est pareil pour les jeux vidéo excitent le système avant de dormir, c'est des jeux vidéo violents, etc. Donc il faudrait, c'est vraiment une grosse littérature, mais les données sont écrasantes pour montrer que ces médias numériques ont un effet très délétère sur le sommeil. Voilà, je suis désolé. Merci. Voilà. Merci.